Les vendredis de l'étrange, 17h, 21h sur Radio Axe Sud, 105.1, présenté par Georges Tussin, en collaboration avec le professeur Yves Lignon. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Et je tenais à vous remercier, chers auditeurs et auditrices. Merci, car je sais que vous êtes de plus en plus nombreux à écouter les vendredis de l'étrange sur Radio Axe Sud 105.1, en DAB+, mais aussi en vidéo sur les différentes plateformes numériques. Bienvenue donc dans cette nouvelle émission des Vendredis de l'étrange que j'ai toujours grand plaisir à présenter en compagnie du professeur Yves Lignon. Professeur, bonjour. Bonjour Georges. Eh bien, je suis toujours ravi qu'on soit ensemble pour cette nouvelle émission. Je précise, puisque nous avons de nouveaux auditeurs à l'écoute, que vous êtes scientifique, mathématicien, spécialisé en statistique. Exactement. Vous êtes auteur également de nombreux ouvrages traitant de la parapsychologie. Mais j'ai aussi écrit des livres de maths. Je tiens à ce que ça se sache. Absolument. Ça, absolument. Et précision importante également, vous êtes le fondateur du laboratoire de parapsychologie à Toulouse. Oui, une aventure unique dans l'université française. Oui, unique, il faut préciser, il n'y en a pas d'autres en France. Non, il n'y en a pas d'autres. Alors dites-moi une question là. Est-ce que vous avez déjà touché des subventions de l'État pour la recherche en parapsychologie ? L'État subventionne l'université et l'université subventionne divers projets, diverses recherches. Et j'ai touché des subventions de l'université. Et vous continuez à les toucher pour d'autres ? Plus maintenant. Là, je suis has-been maintenant. Et pourquoi has-been ? Eh bien, parce que c'est peut-être le moment, vu l'État, Commission européenne qui distribue des subventions. Vu qu'à l'université, sur le coup de minuit, un certain jour, vous êtes devenu incapable de tout faire. On appelle ça la limite d'âge. Donc, je ne peux plus rien toucher. Mais c'est quand même indépendant. Le laboratoire est indépendant. C'est indépendant. Je peux demander de l'argent, mais dans la mesure où les travaux qui se mènent toujours peuvent être autofinancés, pourquoi aller faire la quête ? Oui, mais peut-être pour apporter un petit peu plus. Les droits d'auteur, les cachets des conférences, tout ça, ça sert à ça. Ah, d'accord. Bon, c'était bon de le préciser. On n'en avait jamais discuté. Il n'y a pas de salariés. Oui. Rien que du bénévolat. Tout part dans le fonctionnement. Mais ceci dit, nous avons touché des crédits de l'université à l'époque. Et j'ai conservé les documents comptables. Avis aux sceptiques. Voilà. C'est pour cette raison que je trouvais tout à fait normal qu'on subventionne un laboratoire de parapsychologie autant que le laboratoire de recherche médicale. Tout simplement. Voilà. Et surtout quand, dans les années 80, vous avez fait des expériences très intéressantes en matière de télékinésie. Oui. Et pour tout vous dire, pour bien vous montrer que l'activité se poursuit, je prépare maintenant la réplique d'une expérience de 1984 que j'avais menée avec un guérisseur. Et on va la faire avec un autre guérisseur, mais dans de meilleures conditions qu'en 1984, avec une technique nettement plus appropriée. Oui. Voilà. Et on profite de saluer Jean-Marie Le Gall, voilà, que vous connaissez bien. C'est lui qui était le héros de l'expérience de 1984. Je m'en doutais. Et il y a eu Jean-Pierre Girard et Arnaud Richard de Chicourt également. Voilà, alors c'est justement avec Arnaud Richard de Chicourt qu'un projet est en cours. Et il est guérisseur lui aussi. Très bien. Il va être ravi concernant Monsieur Le Gall parce qu'il souhaitait un jour une émission où tout le monde serait réuni, les trois, Jean-Pierre et Girard. C'est en chemin. Bon, allez, on croise les doigts. Alors, nous espérons quand même que cela verra le jour. Mais là, nous nous écartons du sujet car le thème d'aujourd'hui est sur les mystérieux fantômes du Petit Trianon à Versailles, car depuis de nombreuses années, il y a eu plusieurs témoignages en ce sens, des phénomènes inexplicables, des apparitions de personnes en habit d'époque, d'autres événements mystérieux.
nous tenterons de comprendre et de découvrir s'il y a une explication rationnelle ou si c'est vraiment Mais l'œuvre Georges, des fantômes. pourquoi dites-vous toujours explication rationnelle? Non, mais nous tenterons de savoir. J'en ai engueulé une l'autre jour sur Allez, Facebook, voilà, qui- c'est le moment d'engueulade. qui reparlait de cartésianisme. Je lui ai répondu, commencez par lire Descartes. C'est exact. Bon, première chose. Pourquoi explication rationnelle? Chose Non, d'autre, remise il en y a cause. explication compatible avec l'état actuel des connaissances ou pas. Mais s'il n'y a pas d'explication compatible avec l'état actuel des connaissances, les faits restent. Ils existent. Bon, nous aurons votre éclairage dans quelques instants, parce qu'il y a d'autres invités que je vais avoir grand plaisir de présenter, et notamment un permanent, on va dire un permanent de l'émission. Un vacataire. Voilà, je Un intermittent du cherchais... spectacle. Je cherchais le terme vacataire de l'émission. Un vacatar plutôt. Ah Oui. Tiens, le jeu de mots, on se tutoie, hein, Oui, Christian. mais hein, bien parce sûr. que, bon, Ouais. pour la radio, on doit vous voyez, mais bon, là, on se connaît quand même depuis quelques années. Je précise que tu es romancier, toi également, passionné d'histoire, et cinéaste, et cinéphile, comme je le disais Merci, la dernière merci, fois. merci. Toujours à vie, Chercheur indépendant, non subventionné. non subventionné par l'État, on le précise. Et ici, tu as toujours des interventions, n'est-ce pas, mon cher Yves, des interventions toujours très pertinentes. Très pertinente. Et une parenthèse, puisqu'on parle de cinéma, Ciné Classique rediffuse en ce moment Le Masque du démon de Mario Bava. Ouais. Alors, si vous ne l'avez pas vu, vous allez chez le voisin qui est abonné à Ciné Classique. hein. Pour Barbara Steele. Hein oui, Non. il ne faut pas le louper, le masque. Pour Barbara Steele. Barbara Steele. L'épouvantable Barbara Steele. Bon, on fera une émission spécialement. Hein. Voilà, une autre fois. Une autre fois, on va dire ça. Et donc à vos côtés, Christian, une charmante romancière qui vient de De sortir confiance. son premier roman que vous voyez ici, La Révélation de l'Ange, tout un programme que je conseille vivement la lecture à nos auditrices et auditeurs. C'est en quelque sorte un roman initiatique. Oui, effectivement, bonjour. Bonjour. C'est un roman initiatique, c'est aussi un roman fantastique qui est inspiré de faits réels. Donc, en quelque sorte, qui vous plonge aux portes de l'invisible, au grand mystère de la vie. Je l'ai lu, je l'ai savouré, je dois vous dire. C'est un très 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 bon roman. Je trouve que c'est un road movie, en quelque sorte, au cœur d'une aventure mystérieuse. Exactement, mais c'est un personnage déjà qui est très jeune et connecté au monde subtil, qui réalise que dans la vie, il y a bien plus de magie que ce qu'on veut bien nous dire. hein. Et en plus, donc, lorsqu'elle va grandir, elle va avoir des épreuves absolument incroyables, faites de rebondissements fantastiques, improbables, avec des synchronicités et beaucoup de magie. Elle va partir donc en quête de sens pour comprendre pourquoi elle a autant d'épreuves, et on va lui révéler que c'est une très vieille âme. Donc c'est une chamane qui va lui révéler ça. Et tout au long de ces épreuves, eh bien, comme tout à chacun, en fait, elle va s'en remettre à ses guides, aux anges gardiens, à l'univers, et elle va avoir des manifestations du jour au lendemain qui sont magiques, qui sont extraordinaires. Et comme ça, elle va continuer son chemin avec des rencontres. Et elle aura de plus en plus de manifestations de la part de ses anges, jusqu'à la dernière manifestation, qui est aussi une invitation pour le lecteur à procéder. On laissera le Voilà, soin, tout à bien fait. sûr, à nos auditeurs de découvrir Exactement. votre livre sur fond de réincarnation, en quelque sorte. Hein. Oui, puisqu'elle va plonger dans ses vies antérieures pour aller chercher certaines forces, pour mieux accomplir cette vie-là, qui est sa dernière vie. Oui. Donc, je rappelle, bien sûr, c'est la révélation de l'ange de Lynn Alexander, n'est-ce pas? Et je suis très heureux vraiment de vous accueillir, et il faudrait 1 heure minimum pour traiter de la réincarnation. Oui, parce Yves. que la réincarnation est un problème scientifique. Et il y a un dossier scientifique de la réincarnation avec des points d'interrogation gros comme la Tour Eiffel.
Bon, mais nous ferons une émission entière sur la réincarnation. Voilà, mais- Vous reviendrez donc. dans ces cas. D'accord. Absolument. C'est quel Car cas l'incarnation d'ailleurs. Le sujet traite absolument de cela. C'est une quête de sens, une mission sur Terre où vous abordez la médiumnité, les synchronicités, le chamanisme, les sorties de corps, les anges gardiens, bien sûr, des rencontres improbables. Et c'est les épreuves de la vie, hein, en Oui, quelque oui. sorte. Qui peuvent tous nous arriver, bien sûr. Et donner une seule phrase qui résume le livre, je trouve, et si toute notre vie n'était pas un hasard. Si Exactement. toute notre vie n'était pas un hasard. Voilà, pour résumer un petit peu ce livre. Je remercie à vos côtés David Girard. Alors, David, Bonjour, bravo bonjour. pour la présentation des livres. Tu vas devenir presque un permanent de la radio, hein, C'est de un vrai Radio bonheur, Axe c'est Sud. un vrai bonheur. Et il est réciproque, ce bonheur, David. Alors, grand professionnel de la radio, tu as officié sur nombreuses radios régionales, on parle de Sud Radio, Et mais nationales aussi. nationales, j'allais le dire. Radio Andorre, Sud Radio Oui, et Radio France. Voilà. qui n'est pas n'importe quoi. Félicitations, moi je suis intimidé hein, d'avoir une Non. personnalité comme ça de la radio. Les j'ai eu la vacataires chance. sont en normatif dans cette station. Oh là là. Et donc, je te remercie et grâce à toi, tu nous as fait connaître Lynn Alexander pour son livre La J'ai le coup révélation de foudre pour le livre. Et je pense que Lynn va devenir quelqu'un qui comptera dans le monde de l'édition, parce qu'elle écrit très bien. Et Oui. en plus, Je confirme. comme tu as dit le mot, c'est un road movie. Et Un road movie. pour trouver vraiment toutes ces idées, il faut vraiment s'inspirer du réel, de ce qui existe dans la vie. On n'a pas à aller chercher bien loin, hein, ce que fait Claude Lelouch, hein, avec tous Absolument. ses films. Hein. Il regarde ce qui se passe dans la vie. Et Être il- l'observateur Voilà, de la exactement. vie, tout simplement. Et surtout le côté magique, et j'aime ce côté magique qu'elle apporte dans tous ses livres. Dans son livre, je dis dans ses prochains parce que je sais qu'elle est en train d'en préparer un deuxième, et ce sera tout aussi passionnant. Ça, vraiment, je le sens. Eh bien, on vous le souhaite, Lynn. Et vous allez pouvoir intervenir au cours de cette émission. Alors, revenons au thème d'aujourd'hui, les fantômes du Petit Trianon dans le parc du château de Versailles. Et là, enfin, je vais laisser le micro au professeur Lignon pour qu'il nous résume un petit peu le récit de cette étrange affaire. Oui, un mot, Je veux David? simplement dire que je suis ravi de retrouver Yves Lignon, que nous avons œuvré tous les deux au même horaire sur Sud Radio. Il était dans Les Secrets du Mystère avec Louis Bénédy. Et c'est un vrai bonheur que de retrouver Yves aujourd'hui, qui est vraiment une sommité. Je lui ai dit tout à l'heure, je Je lui ne ai vais pas dit. pouvoir passer la Ça y passe un peu. Je le dis chaque fois. Mais Il alors me le c'est- dit à chaque Bah, il y a fois. une C'est fenêtre, quelqu'un cette fois-ci, qui c'est compte sûr. vraiment Une et qui a fenêtre. apporté beaucoup de crédibilité dans un, Ah, c'est sûr. dans un secteur où des fois on disait ouais c'est un peu n'importe quoi. Et vraiment, Yves a donné une grande crédibilité au paranormal. Vraiment, vraiment. Très bien. Je confirme, Bon. mon cher professeur. Bon, et est-ce qu'on peut raconter l'aventure des deux Anglaises? Le micro est à vous. Vas-y. Alors, ça Allez. se passe le 10 août 1901. 10 août. Il y avait déjà beaucoup de touristes à Versailles. Et parmi ces touristes, deux dignes Anglaises. Des Anglaises, on va dire, presque caricaturales. Ce sont des vieilles filles. Elles sont institutrices. Elles sont filles de pasteurs. Il y a une assez forte différence d'âge. L'aînée, Miss Moberly, a 55 ans. La cadette a 38 ans. L'aînée, c'est un peu la supérieure hiérarchique de la seconde. Miss Moberly, c'est la directrice de l'école. Elle va le devenir en 1901. Oui. Ouais. Voilà. Et Miss Jourdain, d'ailleurs, pourrait lui succéder un jour ou l'autre. Mais elle lui a Ça fait- succédé. Oui, elle lui a succédé, mais Ouais. à l'époque, Ah oui, pourrait oui. lui succéder. Tout à C'est fait. des choses qui se disent. Donc, elles sont célibataires, ça va se voir, enfin, filles de pasteur, je le répète, voient tout pour plaire. Et donc, elles font du tourisme, elles sont à Versailles, et elles décident d'aller faire le chemin jusqu'au Trianon, ce qui est une banalité. Ça prend pas tellement de temps. Si je me remémore mes souvenirs de jeunesse, Christian, combien de temps vous êtes prêt? Aucune idée. Parce Aucune que, idée, non, non. Bon, disons qu'en en demi-heure, on Oui, y est, je et dirais 20 minutes, sans ouais. marcher vite. Oui, une sans demi-heure. marcher vite. Bon. Et ce chemin, elles ne sont pas seules à le faire. Or, brusquement, elles vont se retrouver seules. Il n'y a plus personne autour d'elles. C'est-à-dire qu'elles passent, elles veulent rejoindre le petit Trianon Oui. et elles passent une porte.
Voilà. Et... Oui, et là, brusquement, Bon. tout change, un peu comme quand au théâtre, on sort de la coulisse et on rentre sur scène. Mais alors là, effectivement, c'est bizarre. D'abord, 10 août, il y a les bruits de la nature, il y a les oiseaux, il y a un peu de vent dans les arbres, tout cesse. Les arbres eux-mêmes ne bougent plus. C'est le silence. Elles sont C'est ce qu'elles écrivent. ce dans leur qu'elles récit. écriront. Oui. Ce qu'elles écriront. Elles sont interloquées, un peu choquées, elles ne disent rien. Et elles poursuivent quand même leur chemin. Et elles vont rencontrer des personnages dont elles s'apercevront plus tard qu'ils sont de notre temps, et au moins pour l'un d'entre eux, le comte de Vaudreuil, qu'il a réellement existé. Des personnages à qui elles demandent leur chemin, parce que vraiment, c'est bizarre, qu'est-ce qui nous arrive, dans quel monde sommes-nous brusquement? Elles ne se posent peut-être pas la question, mais elles ne savent plus où elles sont. Et puis, elles continuent malgré tout. À un moment donné, un page arrive en courant, leur fait signe de partir vers la droite. L'une d'entre elles, l'une des deux, verra une dame qui est dans l'herbe, dans une espèce de prairie, qui a l'air d'être en train de dessiner, qui les saluera, pas avec un peu de hauteur, mais avec un peu de distance. Ce sera des échanges de mouvements de tête. Cette dame n'est pas, de toute évidence, n'importe qui, mais pas plus. Mais il n'y a qu'une des deux Miss qui la verra. L'autre, par contre, verra une petite fille. Oui, c'est Miss Moberly qui voit la dame. La dame et Miss... Jourdain. Et Miss Jourdain, qui voit la petite fille. Tout à fait. Une petite fille qui porte peut-être un pot de lait, peut-être à la dame. Avec sa mère, je crois. Oui, et il y a sa mère aussi. Elle les voit sur une porte. La maman, la supposée maman qui confie le pot de lait, va le porter. Devant une maisonnette. Voilà. C'est important, la maisonnette. Et puis finalement, tout s'arrête. De nouveau la foule, de nouveau les arbres qui bougent. Excusez-moi, entre-temps, elles arrivent quand même au Petit Trianon. Oui, elles arrivent au Petit Trianon. Mais elles arrivent pas par le bon endroit, et un serviteur sort d'une porte et leur indique le chemin. Leur indique le chemin. C'est important, le serviteur aussi, quand même. Voilà, c'est le page. Le page, oui. Ouais. Donc, voilà leur histoire. Et elles l'ont vécu toutes les deux, cette histoire. Mais sur le moment, elles ne s'en parlent pas. Non. Chacune le garde pour elle. Ce n'est qu'ensuite, parce que c'est lourd à porter, mais si ça nous arrivait à nous, franchement, on aurait envie d'en parler. Moi, je crois que sitôt fini, je chercherai quelque... C'est étrange parce que dans le domaine de l'étrange, justement, par exemple, les gens qui sont témoins d'apparitions ovni... elles vont mener une enquête. Tout à fait. Et 10 ans plus tard, elles vont publier sous pseudonyme, toujours parce qu'elles sont anglaises, elles vont publier sous pseudonyme un livre qui s'appellera modestement Une aventure. Modestement ou discrètement. Personnellement, mon avis personnel, on le publie parce que ça se décharge, parce qu'on ne peut pas garder ça pour soi, mais on le publie tout en ne voulant pas trop que ça se Elles avaient quand même encaissé un camouflet, parce qu'auparavant, elles avaient, sous leur vrai nom, présenté leurs recherches à la SPR. C'est ça, à la Society for Physical Research. Et donc, qui avait jugé que c'était pas recevable. Oui, que c'était pas recevable, on va en discuter. Très bien. Donc, elles ont mené l'enquête pendant 10 ans, avant de publier le livre. Oui, c'est ça. Ça a pris 10 ans. C'est une enquête extrêmement minutieuse et qu'on va résumer en disant tout était vrai. Tout était vrai, mais en 1785. C'est-à-dire ce qu'elles ont vu, ce qu'elles ont traversé. C'est déjà passé. En particulier le pavillon chinois. Ouais. C'est le Versailles de 1785. Je vois Christian. Non, parce qu'en fait, d'après les dernières recherches, ça serait plutôt 1774. Oui, en fait. Oui, à quelques années près. À la mort de Louis XV, en fait. Oui, à mon avis, il y aurait peut-être d'ailleurs 2 Versailles. Enfin, je suis d'accord avec vous là-dessus. C'est pas le Versailles de 1901. C'est celui d'autrefois. Et c'est pas non plus celui de 1789. Non. Comme elles l'ont cru. Non, c'est pas celui de 1789, du début de la Révolution.
Et quelle différence Et, par rapport au Versailles On le disait tout à l'heure, la dame dans le pré qui dessine, il n'y en a qu'une des deux qui l'a vue. La petite fille, c'est... Je pense que Georges voulait parler de la différence de date. Exactement. Par la description qu'elle donne des paysages. Il y a eu des travaux, des transformations à Versailles, depuis 1774 jusqu'en 1901. Et ce qu'elles ont vu, c'est le Versailles d'avant les transformations, en particulier on parle du est-ce qu'elles avaient une bonne connaissance de l'histoire de France? C'est un point important. Elle était professeure d'histoire quand même, mais Jordan. Hein. Oui, c'était deux personnes cultivées, instruites. Oui, mais est-ce qu'une Anglaise enseignante d'histoire a une connaissance suffisante de l'histoire de France, même de ce moment? Sûrement pas. Il faut des spécialistes. Voilà. D'autant plus que on peut se demander, en supposant qu'elles aient fait un voyage dans le temps, ce qui est l'expression qui est venue à la tête. Elles ont traversé cette porte du temps. Est-ce qu'elles ont traversé cette porte? Elles ne l'ont pas traversée toutes les deux de la même manière. C'est-à-dire que peut-être que l'une a évoqué, a eu perception d'événements concernant la chute de la royauté. Nous étions le 10 août, anniversaire du jour où Louis XVI, qui vivait alors à l'époque aux Tuileries, en 1792, a été emprisonné. Et le page qui est arrivé en courant, on a pu supposer que ça évoquait, que c'était une vision d'un page venir avertir la reine qu'une émeute était en cours. Parce que là, il nous faut faire le cours d'histoire. Donc, 14 juillet 1789, le roi est à Versailles, il se doute de rien, on prend la Bastille. 5 octobre 1789, le roi est toujours à Versailles, mais il y a une foule qui vient de Paris qui veut le ramener à Paris. Je ne rentre pas dans les détails. Et enfin, 10 août 1792, le roi est à Paris depuis quelque temps et on l'arrête et on l'emprisonne. Avec Marie-Antoinette. Avec Marie-Antoinette et Louis XVII, dont nous parlerons peut-être un jour aussi d'ailleurs. Oui, peut-être. Donc, il y a plusieurs événements. Or, on se demande si elles n'ont pas perçu en partie le 5 octobre, le page arrivant en courant, affolé, pour dire à la reine, attention, des émeutiers approchent, il faut aller se mettre Mais là, ça ne fonctionne plus, parce que si on considère qu'elles ont vu, non pas une journée d'août, mais d'octobre, à cause de ce page, qui lui a bien transcrit la nouvelle, transporté la nouvelle en octobre 1789, elles n'ont pas pu voir de Vaudreuil, le comte de Vaudreuil, parce que lui était déjà parti. C'est-à-dire que le 14 juillet, il a quitté la France. Il a senti les événements. Il a compris. Oui, il y a quelques événements quand même qui sont curieux. Là. Or, comme elles ont reconnu le comte de Vaudreuil, ça ne pouvait pas être, donc forcément... C'était avant 1789. Voilà. Oui, mais moi je vais faire le sceptique de service. Parce que, pour quelle raison elles ont été visiter Versailles le 10 août? Parce que ça, moi je vais vous dire, parce que j'ai retrouvé quelques faits, il y a eu une reconstitution historique à Versailles le 10 août. Non, ça c'est le point de vue sceptique, Georges. Pour célébrer la chute de la monarchie constitutionnelle. Non, là c'est le point de vue sceptique, justement parce que une des hypothèses qui ont été avancées par les sceptiques, c'était il y avait un bal masqué, il y en avait plusieurs. Je suis tombé sur une reconstitution historique. Oui, mais pas ce 10 août-là, s'il y en a eu une. Parce que là... Parce que ça correspond quand même. Non, mais... Faire une reconstitution un jour symbolique, c'était bien le 10 août. Non. Oui, mais ça a été enquêté de toutes parts et on sait très bien qu'il n'y en a pas eu là ce jour-là. Si c'est le 10 août... En 1901. Je mets le grain de sel. C'est pas le 10 août 1901. En 1901, attention. Il n'y a aucune raison. Non. Paraît-il, d'après certains écrits, il y a eu... certains sceptiques. Voilà, mais qui entendu. J'ai eu une reconstitution. J'ai jamais vu ça, moi. Non, moi non plus, mais ça ne m'étonne pas que les sceptiques lisent. Qui plus est, une reconstitution du 10 août à Versailles, ça n'aurait aucun sens historique. Le sens de la chute de la monarchie constitutionnelle. Ça s'est passé à Paris. Mais c'est la date. On ne va pas célébrer... Georges, il nous faut la source de ton information. Non, de toute façon, on ne va pas célébrer à Versailles un événement qui s'est produit à Paris. C'est de la part de certains sceptiques. Oui, mais il faut la source. Mais je l'entends bien. Il y a eu des enquêtes, il y a eu plusieurs fois à Versailles des bals costumés,
Il n'y avait rien en costume. On a même prétendu que Montesquieu aurait fait. Bon, mais tout ça, c'était faux aussi, quoi. Oui. Bon. Montesquieu, il en a pris sur le dos. Alors là, on dit, c'est lui. Bon, bref, il n'y a pas eu d'événement en costume le 10 août 1901 à Versailles. Non. Et en plus, dire on célèbre, on fait une cérémonie, une manifestation, un défilé comique, tout ce qu'on voudra pour célébrer le 10 août, ça n'a aucun sens. Quelqu'un qui aurait voulu organiser ça l'aurait fait aux Tuileries, logiquement. Non, mais de toute façon, je n'ai jamais lu cette information. Non, puis en plus, on l'a lu, non, mais les sceptiques disent n'importe quoi. Il y en a un qui m'a fait dire récemment que j'avais vu des extraterrestres à côté. Justement, je coupe une parenthèse. On va demander leur avis, soit à Lynn et aussi à David. Lynn, ce que vous avez entendu là sur ces apparitions historiques, on va dire. Moi, ça ne m'étonne pas du tout. Ah. Je pense que c'est tout à fait réalisable, tout à fait possible, oui. Il y a des choses qui ne s'expliquent pas. Vous avez déjà entendu parler de cette histoire Oui, effectivement, oui. Et vous avez un point de vue, donc... Après, voilà, la notion du temps, des portes qui peuvent s'ouvrir, on ne sait pas. Quand on a raconté l'histoire à Einstein, qui s'intéressait beaucoup au temps, il a répondu « Elles ont manqué une marche dans l'escalier du temps ». Ils ont trébuché sur l'escalier du temps. Ça peut être ça. Mais maintenant, Einstein, on ne savait jamais quand est-ce qu'il plaisantait et quand est-ce qu'il parlait sérieusement, du moins en public, pas dans un amphi. David, moi il y a une chose qui m'interpelle, c'est que ces deux personnes n'ont pas peut-être vu la même chose au même moment. Hein, c'est ça, oui, leurs deux récits, voilà. Puisqu'elles ont commencé par transcrire « Qu'est-ce que tu as vu toi ? Qu'est-ce que tu as vu toi ?» Il y a des différences. Donc si c'était une reconstitution historique, elles auraient vu la même chose. Oui, exact. Voilà. Donc, ça veut dire qu'elles n'ont pas vu la même chose, donc il y avait deux spectacles en même temps. Bonne intervention. Et non seulement ça, mais elles ont vu des bâtiments. Oui, elles ont vu des bâtiments. Et des bâtiments qui n'existent plus. Voilà, donc une reconstitution historique n'aurait pas provoqué des bâtiments. À moins de gros budget. Oui, même de Montesquieu, puisqu'on a longtemps mis l'histoire sur le dos de Robert de Montesquieu, qui était un dandy de l'époque, qui organisait des fêtes. Ça ne tient pas la route. Alors par contre, une bonne question que Christophe a soulevée il y a quelques minutes, c'est... Donc, quand elles ont fini leur enquête, et avant d'envisager de publier un livre, elles ont fait un rapport à l'intention de la Société de recherche psychique. La Société de recherche psychique, c'est le plus ancien centre de parapsychologie au monde. Il a été fondé en 1881 et c'est évidemment un monument encore en Grande-Bretagne. Bon, j'en suis membre associé. Tant qu'à avoir la grosse tête, autant allez, la gonfler. On met un élément de plus. Autant la gonfler moi-même. Et donc, leur rapport a été refusé. Et pour quelle raison ? Pourquoi ? Mais parce qu'elles étaient jugées parties. C'est elles qui avaient vécu les faits et c'est elles qui avaient mené l'enquête. Oui, ils l'ont trouvé inaboutie aussi, l'enquête. Hein, bon. Ils ont trouvé que peut-être elles n'étaient pas allées assez loin. Pourtant, qu'est-ce qu'elles ont bossé quand on lit le livre, qui existe toujours. Christian va nous le montrer bientôt. Oui, il est là. Donc, on le montre à l'antenne. Tout à l'heure. Voilà. Donc, alors, c'est les fantômes du Trianon. Voilà. Donc, elles ont vraiment bossé. On leur a dit c'est pas. Elles ont mis 10 ans quand même. 10 ans de recherche. Hein. C'est pas achevé. Bon, ça se discute. Mais surtout, le gros problème, c'est que c'était pas une enquête indépendante. Oui. Par contre, il y en a eu après des enquêtes indépendantes. Il y en a eu après. Oui. Après, par contre, il y a eu des gens pour se demander tiens, mais voyons ce qu'elles disent. Et confrontons ce qu'elles disent à des hypothèses alternatives, comme par exemple le bal masqué, la cérémonie historique que personne n'organisait mais que Georges a vu. Oui. Ou la vision de ce fameux kiosque chinois qui n'existe plus, qui n'existait pas d'ailleurs. Non, mais oui, l'équivalent d'un kiosque à musique, si vous voulez, de ces petits bâtiments qui existent dans les jardins. Et qui servent pour des spectacles, pour des concerts. Il n'existait plus en 1900. Ou la maisonnette qu'a vue Miss Jordan, qui n'existait pas non plus. La maisonnette avec la fillette en 1901. Elle voit une maisonnette avec une fillette devant, qui n'existe plus. Mais si ces deux personnes avaient une connaissance accrue de l'histoire de France, peut-être dans leur subconscient, alors, connaissaient ces le faits. pavillon chinois, on l'a retrouvé, des chercheurs ont retrouvé ce pavillon, en tout cas sur plan. Et ils ont eu un grand mal quand même à retrouver le document. Donc ça voudrait dire que ces deux Anglaises ont été recherchées dans des documents
que même des chercheurs français ont eu du mal à retrouver, quoi. Oui, non, oui. Non, les hypothèses alternatives sont invraisemblables. Oui. Parce qu'en c'est fait- malheureux de le dire, mais c'est comme ça. Parce qu'en fait, ce pavillon chinois a existé, mais en 1774. Oui. Voilà. Ah, très bien compris. C'est un passage dans le temps. Mais alors, ce qui serait intéressant, c'est de savoir s'il y a eu d'autres témoignages qui ont été recensés. Mais avant celui de 1900. Oui. Parce que paraît-il que le petit Trianon était hanté depuis 1793. Depuis le directoire, on dit. Oui. Depuis le directoire. Ouais. Oui, depuis Et le on a directoire. retrouvé des récits Bah, il y en de a cette eu avant, époque. Il y en a eu après. Et il y en a eu beaucoup après. Oui, Ouais. mais Ouais, on en parlait. ceux d'après, le problème, quand il y a des gens dans les années 1900, 1950, qui ont fait aussi des rencontres qui ressemblaient un peu à celles qu'ont faites les Demis, on se pose de suite la question, est-ce que ces gens postérieurs, ces témoignages postérieurs, ne viennent pas de gens qui ont lu le livre, tout simplement. Ça, mais il y a eu quelque chose. On ne peut pas être soupçonneux au point de penser que tout le monde. Non, que tout le ment, monde, quoi. non, tout le monde ne ment pas tout Voilà. le temps. Hein. Voilà. On connaît le proverbe, on peut tromper tout le monde de quelque temps et une personne tout le temps, mais pas tout le monde. Et puis Pascal Odino a écrit un livre, je ne sais pas si vous l'avez lu, Oui, oui. où il a fait une enquête contemporaine et il a interrogé des gens qui travaillent sur le domaine, et notamment des conservateurs, hein, Oui. ou par exemple l'horloger qui passe, qui fait le tour Oui, des gens qui n'ont pas porté un des fantasme. bâtiments et qui remet les horloges à l'heure régulièrement, qui ont entendu ou vu des choses. Ouais. Donc, Des personnes de service, Tout à des fait. agents de... Oui, des gens qui connaissent peut-être même pas l'histoire des deux Anglaises. voilà. Oui, mais Voilà. quand même, c'est curieux parce que depuis des années et des années, il y a des caméras de surveillance au petit Trianon, etc. Et est-ce qu'on a eu des bandes Ben non. vidéo sur des phénomènes paranormaux? Non, mais- On le saurait. On le saurait, mais moi ça ne m'étonnerait pas tellement. Ces phénomènes existent et ils échappent aux caméras, ça me paraît évident. Ça fait partie Lynn. aussi des faits. Oui, Oui, ça me par rappelle. rapport... Ça me rappelle juste une histoire que m'a racontée une jeune femme que j'avais rencontrée, enfin une jeune femme, une dame qui avait perdu son époux et qui voyait dans son jardin à chaque fois qu'elle devait partir de son domicile, le portail s'ouvrait tout seul, voilà, et se refermait tout seul. Oui, Oui. on connaît des masses de témoignages de ce genre-là qui sont d'ailleurs plus ou moins de qualité. Par exemple, cette dame était toute seule quand le portail s'ouvrait. Non, il y avait aussi sa fille à Il y a côté. aussi ça. Oui. Il ne faut pas hésiter devant les arguments sceptiques. Il faut se demander s'ils tiennent la route ou pas. Et éventuellement, il faut suspendre le jugement, mais suspendre le jugement, ce n'est pas rejeter. Là, le témoignage existe. Vous me dites, il y avait cette dame et il y avait sa fille. Et moi, je réponds, est-ce que c'est un témoignage qu'aurait accepté la Société de recherche psychique? Ça, je sais pas. Probablement non. Voilà. Ouais. Voilà. Ouais. Hein, en disant, nous ne nions pas la possibilité du fait, nous disons que ce témoignage ne suffit pas pour valider la réalité du fait. Hein, c'est différent comme attitude. Bon. Alors on a raconté n'importe quoi, mon cher Georges. Mais il se passe quand même dans cette histoire quelque chose qui est assez exceptionnel. C'est pour ça que moi je la trouve très belle. oui. C'est qu'il y a une interaction quand même entre les rencontres, ces fantômes. Moi j'aime pas trop le terme de fantôme Oui, oui. pour cette histoire-là. Qui emploierais quel sont terme dans leur temps. Tu emploierais quel terme à la place Ben, de fantôme? je n'ai pas de terme pour ça parce qu'en fait ils sont dans leur temps, et ils interagissent, ils répondent à des questions. Des gens d'un autre temps. Est-ce Et pas la mémoire des murs, hein? Non, La mémoire mais cellulaire justement, des murs? ce n'est pas ça. Parce que, par exemple, ces deux Anglaises vont leur poser des questions sur leur itinéraire. Elles Et ces demandent leur chemin. gens leur répondent. Ah oui, il y a une c'est ça, il y a une interaction. Ces gens leur répondent et donnent des indications qui sont les bonnes indications. Exactement. Prenez sur la droite. Ouais. Et effectivement, il faut prendre sur la droite. Et même pour pire, les- puisque le serviteur qu'elle croise sur au petit Trianon, carrément, leur indique par où passer et les guide. Oui. Donc il y a une interaction. Oui, c'est ça qui est super intéressant. C'est ça, là. c'est ça qui est vraiment Entre passionnant, diverses cette histoire. époques. Bien Et sûr. une interaction, alors là je reviens sur ce qui est un peu mon dada, Oui. qui est probablement mal perçu, enfin perçu avec un certain manque de clarté. Oui. Puisque, comme vous le faisiez remarquer, il y a le comte de Vaudreuil. Mais le comte de Vaudreuil, ça situe la scène à une date
antérieure au 14 juillet. Tout à fait. Alors que le page, si c'est bien le page domestique qui venait avertir la reine, c'est octobre 1789. Mais il peut être venu voir la reine pour tout à fait autre chose. Oui. On a pu interpréter le fait qu'il venait. Bon, voilà. On ne sait pas quel est le message. Parce qu'il avait l'air affolé, enfin, il y avait un côté urgent. Oui, par contre, on n'a pas parlé des tenues, des livrets, des deux jardiniers. Oui, alors, c'est vrai, ça c'est un point important. C'est quand même important aussi. Voilà. Alors, je vous le laisse. Alors, c'est tout à fait au début de leur visite. Tout début, oui. Elle croise deux personnes qu'elle voit en tenue, en livrée verte, avec des tricornes sur la tête. Avec le tricorne, voilà. Important le tricorne. Et or, il n'y a jamais eu sous Louis XIV, il n'y a jamais eu de livrée verte. Par contre, il y en a eu sous Louis XV. Les jardiniers étaient en livrée verte. On s'est rendu compte beaucoup plus tard qu'effectivement, il y avait des jardiniers en livrée verte sous Louis XV. Et là, c'était le père et le fils. Et c'était le père et le fils. Richard. Je crois que c'est Antoine. Oui, c'est des arguments solides. Oui, c'est ce que la requête a montré. Antoine et Claude Richard, qui sont les jardiniers en chef, quand même paysagistes en chef. Allez imaginer que deux jardiniers portent telle tenue. Allez imaginer que l'un est le père de l'autre. Oui, et puis il aurait fallu qu'elle fasse des recherches par anticipation. Oui, totalement. Parce que tout le monde aurait dit de toute façon que c'était improbable, les jardiniers en tenue verte. C'est encore plus invraisemblable. Il aurait fallu qu'elle prépare le coup, et même si elles avaient préparé, elles ne pouvaient pas arriver à ce niveau de perfection du récit. À mon avis, on ne peut pas mettre en doute la véracité du récit. Non, effectivement. On peut comprendre les arguments de la Société de recherche psychique qui refuse le rapport. Moi, je suis d'accord. Si j'avais été dans une commission de la recherche psychique à la Société de recherche psychique et si on m'avait demandé est-ce qu'on l'accepte, j'aurais voté non. D'autant plus qu'à l'époque, donc la livrée verte, par exemple, ils ne connaissaient pas. Le pavillon chinois, ils ne connaissaient pas non plus. Donc, ça avait toute l'apparence d'un fantasme. Non, mais c'est des témoignages j'aurais répondu indiscutables. Mais il n'en reste pas moins que l'histoire est vraisemblable. Ouais. Totalement vraisemblable. Rempli de mystères, mais c'est vrai. Oui. Il y a une certaine... Oui, bon, et puis, comme le disait Christian, il y a d'autres témoignages. On va en discuter. Mais dites-moi, le petit Trianon, là, a été l'objet quand même de séances de spiritisme de la part de Marie-Antoinette. C'était assez fréquent. Non, le spiritisme n'était pas inventé. Enfin, quand j'appelle spiritisme, elle évoquait les esprits. Oui. Enfin, il n'était pas inventé à l'époque. Non, il n'était pas inventé à l'époque. Là, on appelle spiritisme maintenant, mais... Notre spiritisme, mais enfin, peut-être, les Romains déjà évoquaient les esprits. Exactement. Et la scène du théâtre de la pièce concernant la partie de chasse d'Henri IV. Ça c'est une autre histoire, c'est la rencontre du grand veneur. C'est-à-dire que Marie-Antoinette, qui assistait à cette pièce de théâtre, a été prise de panique et a eu disons, un truc de voyance concernant... C'est une pièce qui raconte une histoire qui est arrivée à Henri IV. Il avait rencontré un espèce de fantôme au cours d'une partie de chasse. Oui. Le grand veneur. Oui. Dont on disait qu'il rôdait dans les bois, qu'on entendait son corps, etc. Et un jour, Henri IV se l'est trouvé en face. Mais suite à ça, elle a eu la sensation de visualiser l'exécution du roi et sa propre exécution. Ça a été dit a posteriori. A posteriori. A posteriori. Et il se peut simplement qu'elle ait été influencée par enfin, vous imaginez, le grand veneur, c'est une scène de choc. Ah oui, surtout avec Henri IV, qui était grande de gueule et qui n'avait pas froid aux yeux. Tout le monde lui raconte, oui, on l'entend, le grand veneur, on entend son corps, mais personne ne le voit jamais. Et lui, il se le trouve devant. Vous êtes une jeune femme d'origine étrangère dans la salle, on vous représente la rencontre du roi et de cette espèce de fantôme, ça vous fait un choc. Oui, sûrement. Mais certaines personnes ont déjà vu, paraît-il, Marie-Antoinette tenant sa tête sous le bras. Oui, bien entendu, mais on fait ça. Les histoires de tête sous le bras, il y en a partout. Il y a un témoignage intéressant, ça. La personne qui rénovait le hameau, qui aurait vu justement une personne avec la tête sous le bras.
Oui, il y a plein de Ça a été témoignages. relevé, Il y ça. a Oui, mais plein de témoignages, mais bon, franchement, voilà, il faut ben, les analyser un par un. Oui, il faut les analyser un par un. Ça fait partie Ils sont pas toujours tous de même des qualité. apparitions. Non, Alors, parce que la tête sous le bras, mon cher Oui. Georges, nous l'avons rencontré à Bon Repos Riquet. Ah, vous l'avez rencontré Non. Non, on l'a pas L'histoire. Bon, Mais c'est celle d'Anne Boleyn aussi. Anne Boleyn, en Angleterre, elle se balade. C'est une veuve, si vous osez dire, d'Henri VIII, une veuve pour cause d'exécution sur l'ordre de son mari. Mais elle se balade aussi là où elle a passé sa jeunesse, là où elle s'est mariée, avec la tête sous le bras. Si vous permettez, j'ai trouvé, en fouillant un petit peu, un journal qui s'appelle De l'Autorité, qui a été publié le 29 juin 1901, donc juste un mois Juste avant. avant ce qui s'est passé. Et voilà ce qu'écrit M. de Cassagnac, qui est le directeur de ce journal. Il écrit « Si les morts hantent la nuit quelques lieux solitaires où s'écoula leur vie humaine, c'est à Trianon que Marie-Antoinette doit revenir. Ah. Entourée de celles qui moururent comme elle, avec l'essaim, le cortège lugubre des femmes sans tête que décrivit Henry Heine. Et je soutiens encore une fois qu'il ne fallait pas aller là pour élaborer le fichu dit Marie-Antoinette que dérangea la main du bourreau. Or, les deux Anglaises voient le fichu. Pour y promener le chapeau Lamballe, qui doit son nom à une femme mise en morceaux par la canaille populaire et dont les membres palpitants furent promenés au bout d'une pique. C'est quand même étonnant. Très étonnant. Oui. Donc, Oui. Il est plus sceptique, professeur Lignon. ça prouve que... Il y a une ambiance. Voilà, il y a une ambiance Il y a particulière. une ambiance de Voilà. croyance au fantôme. À Trianon. Et on se dit, si le fantôme de Marie-Antoinette doit apparaître, c'est au Trianon. C'est Oui, parce que c'est un lieu spécial, volontiers. le petit Trianon. Ben, Un lieu isolé, avec ses jardins romantiques, Oui, son pas- architecture. Tout prête un petit Oui, non, peu dans l'inconscient. C'est le lieu de ses plaisirs, des plaisirs simples d'ailleurs qu'on lui a beaucoup reproché. Elle jouait Simple. Oui, non, mais simple. Bon. Il faut le dire vite. Qui coûtait cher aux Oui, contribuables. c'est ça. Mais enfin, c'est pas des trucs. Non. Elle n'organisait pas des orgies au Trianon. Elle jouait à la fermière. Elle barattait. Oui, voilà, des trucs comme ça. C'est ça que j'appelle des plaisirs simples. Je n'ai pas dit des plaisirs bon marché. Non. Bon. Donc, c'est un lieu où il y a de l'affection, de l'affect, pour parler Tout à comme fait, les ouais. psychologues cliniciens. Mais dans une ambiance un peu spéciale, quand même. Ben, évidemment, Voilà. mais quand même, Bien. Marie-Antoinette, elle n'a pas fini dans un EHPAD. Non. Elle, Certes. bon. Elle aurait bien voulu. Puisque on la voit apparaître avec sa tête sous le bras. Oui, bon, ben, il y tient. J'y reviens là. Il y a des gens qui racontent qu'ils l'ont vu apparaître avec la tête sous le bras. Totalement. Donc, comme on disait à l'instant, voilà un témoignage. Dont le restaurateur du hameau. Mais voilà un témoignage qui n'est pas à rejeter, mais qui n'est pas à accepter, Oui, comme si on c'était le Christ en train de dicter l'évangile à Saint Jean. Mais nous l'entendons. Hein? Qu'en pensent David et Lynn? Moi, simplement, il y a une chose qui m'interpelle quand je vois qu'on parle de quelqu'un avec une tête sous le bras. Quand on pense fantôme, on pense à la personne qui a vécu donc un corps éthérique, donc qui n'est pas détruit. Oui. Puisque quand on part entier. Donc je ne vois pas pourquoi on voit un fantôme avec la tête coupée. Ah, mais- Quand on est parti, c'est l'esprit qui Ça, la part. Et logique l'esprit des n'est pas esprits. détruit. Non, mais ça sont les témoignages. Oui, voilà, c'est Voilà, les c'est ça. témoignages. Il y a des gens qui voient des fantômes aussi sous forme de squelette et qui, comme il fait un peu frais, se servent dans un suaire. Mhm. Et il y a des gens qui voient des fantômes. Il y a eu un fantôme très récemment, c'est un des plus récents fantômes britanniques, dans les locaux de la banque Coutts, qui est qui était la banque de la reine. Charles, je ne sais pas où il a mis son argent, mais c'était la banque de la reine, et le fantôme, il était en tenue d'époque. On l'a reconnu, on l'a identifié comme un fantôme parce qu'il avait sa barboteuse, parce qu'il avait sa fraise, et que les gens disent c'est pas possible, celui-là c'est pas un client qui cherche un conseiller. Et mais donc c'est pas forcément un fantôme, un éther, mon cher D'accord, David. d'accord. Hein, il y a toute une typologie des fantômes. Oui. Je sais Lynn, qu'il y a plusieurs. Sur les fantômes, Oui, mais effectivement, je pense que les fantômes peuvent apparaître sous différentes formes, comme vous le disiez, Bah, si c'est de l'astral, il le module, on peut À le supposer. à condition qu'ils existent. Voilà. à condition qu'ils existent. Oui, à condition qu'ils existent, oui, bien sûr. À condition qu'ils existent. mais Les témoignages amènent à poser la question de l'existence des fantômes. Mais rationnellement, à l'heure actuelle, il n'y a pas de réponse, ni positive ni négative.
Mais par contre, ce qui n'est pas rationnel, c'est de refuser la question, de dire les fantômes, ça ne peut pas exister. Ça, c'est une attitude qui n'est pas scientifique, étant donné le corpus de témoignages qui existe. Et donc actuellement, des témoignages crédibles, actuels, Eh bien, Vous en fournir. je vous ai cité celui de la Banque Coutts, c'est pas Oui. vieux, ça a une vingtaine d'années. D'ailleurs, on a fait venir un chasseur de fantômes, ce qui prouve qu'à l'époque, les conseillers de la reine préféraient les chasseurs de fantômes aux scientifiques. Mais enfin, celui-là, ça a réussi. C'était je ne sais plus quel baron qui avait été exécuté sur place et qui revenait sur les lieux, comme le font souvent les fantômes, d'après ce qu'on raconte. Alors je rebondis, est-ce qu'on peut penser que c'était peut-être une forme de conscience modifiée ou de voyance? C'est peut-être tout simplement une forme de voyance. C'est une hypothèse qu'on peut avancer. C'est tellement complexe, c'est tellement varié la voyance qu'on peut envisager, oui, qu'elles ont vu des événements, ou du moins elles ont eu la perception de ces événements, parce qu'il ne faut pas oublier que la voyance, c'est une information qui arrive au cerveau, certainement, et qui ensuite est retranscrite. J'ai ça dans la tête. Mais il y a interaction, c'est ça qui est gênant. C'est-à-dire que Oui. les gens Absolument. les voient et leur répondent à des questions. Voilà. Donc C'est plus comme une c'est scène là, du temps c'est qui se pour- présente à toi c'est et pour ça que- tu ne peux pas intervenir. Non, puis C'est extraordinaire. Et puis elles sont deux à faire de la voyance en même temps. Oui. Alors c'est la singularité par rapport à d'autres Moi, apparitions. c'est ce ça, qui par me frappe le plus. C'est qu'elles sont, si on prend l'hypothèse de la voyance, elles sont deux à en faire en même temps. Et avoir pas- des choses différentes. Oui, Et c'est voir pas des choses exactement la même, mais il y a un lien quand même. Oui, c'est ça qui... Il y a un lien. On a l'impression qu'elles ont vraiment traversé un portail dans le temps Voilà. et qu'elles se sont retrouvées à des époques Voilà. parfois différentes, mais dans cette époque-là, vraiment, quoi. Ouais, c'est On- ça qui est extraordinaire. Oui, là vous évoquez le voyage dans le temps. Oui, Quelque tout à fait. part, Oui. On se pose beaucoup de questions, le passage à travers les portes, qu'on le voit d'ailleurs dans le cinéma, quand on passe Oui, dans bien une sûr. autre époque, on Oui. traverse Mais- un portail. Mais ça aussi, le voyage dans le temps, Olivier Costat-Bourgard, qui était directeur de recherche au CNRS, qui est le seul Français à avoir été l'élève d'Einstein, justement, Olivier Bourgard, Costat-Bourgard, qui était un fervent soutien de la parapsychologie, déclarait le temps, ce n'est pas ce que vous pensez, ce n'est pas ce que vous ressentez, ce n'est pas ce que vous vivez. Et d'ailleurs, il terminait toujours ses conférences en disant, d'ailleurs, on peut envoyer des télégrammes dans le passé. Ah. Bon. Joli, Mais ça. maintenant, il faut voir que c'est l'opinion de certains physiciens. Celle d'Olivier de Costat-Bourgard, elle est partagée par Brian Josephson, qui est prix Nobel de physique. Mais ça ne fait pas l'unanimité dans la communauté des physiciens. Et je me souviens d'un jour où j'ai assisté à une conférence de justement de M. Costat-Bourgard à Paris. Et où à la fin, il a dit, vous avez quelques questions, vous voulez quelques éclaircissements? Il y a nous étions 300. Hein. Il y a une dame qui s'est levée en disant, écoutez, monsieur le professeur, monsieur le directeur de recherche au CNRS, je vous remercie. Maintenant, je suis agrégé d'histoire. Est-ce que vous pourriez me faire un résumé de votre conférence en quelques phrases courantes, ordinaires? Compréhensible. Et alors à ce moment-là, il y a eu une petite pause, et on a senti une humeur, un vent de soulagement dans la salle. Quelqu'un pose la question pour nous. Mon Dieu, qu'elle a du courage, cette dame, mon Dieu, que nous la remercions. Et Costa, qui était un homme extrêmement gentil, toujours souriant, a répondu, non madame, je ne peux pas. Mais je peux recommencer si vous le souhaitez. Au ralenti. Donc c'est un niveau un niveau de réflexion, celui-là, le télégramme dans le passé, le temps n'est pas ce que nous ressentons, ce que nous vivons, c'est un niveau de réflexion pour quelques grands cerveaux dont nous ne faisons pas partie. Bon, je mais- me dépêche de le dire parce que sinon Georges Ouais, va me demander si j'avais compris cette fois-là. Quand même pas. Malheureusement, l'heure tourne. Nous arrivons presque au terme de cette émission. Avant que vous me parliez de, Voilà. Je voudrais- juste en conclusion, en 3 mots, hein, qu'est-ce qu'on peut retenir donc de l'affaire du petit Trianon? Je sais pas, pour moi... peu importe. Qu'elles ont vécu une histoire vraie, c'est ma conviction, même Oui. si j'en ai pas la Oui, preuve. c'est la mienne aussi. Ouais. Même si je dis qu'à la Société de recherche psychique, j'aurais refusé le rapport, ma conviction, c'est qu'elles ont vécu une histoire vraie et une histoire que tout le monde ne vit pas.
Même Ouais. conclusion. Tout à fait. Moi, je pense qu'elles ont vécu un voyage dans le temps. Bon, alors après, qu'est-ce qu'un voyage dans le temps? Je ne sais pas. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est l'interaction C'est ça. avec Oui, c'est les ça. apparitions. Ce qui C'est sort ça. quand même. Si je voulais Ça, juste, l'interaction, c'est le moment fort. C'est le moment fort, ça. Je voulais juste Absolument. donner comme ça un petit clin d'œil Allez. avec cet anagramme. Parce que si on prend Marie-Antoinette d'Autriche, Oui. c'est comme ça que les Français Mhm. l'appelaient, hein, ça donne l'anagramme suivante. Cet ami hérita du Trianon. C'est-à-dire ce sont les mêmes lettres Ah. Et Oui, agencées oui, autrement. un anagramme. Voilà, exactement. Elle portait. Cet ami hérita du Trianon. Elle portait le Trianon. Là, en tout est elle. dit. C'est C'est formidable. super. C'est Mot formidable. de conclusion, Bon. Lynn. Et j'ajoute un magnifique. mot, et Georges Oui, Gitier. on reviendra. Oui, c'est magnifique. C'est magnifique. Et puis c'est passionnant. Ah oui, c'est une très belle histoire. Très belle histoire qu'on découvre. Imaginez ce que ça représente, en plus, les 10 ans de recherche minutieuse, discrète, sans chercher à faire parler. Simplement, à la fin, on remet le rapport à des scientifiques, et les scientifiques nous disent bon, on n'en veut pas parce que c'est pas qu'on discute sur le fond, mais vous n'avez pas utilisé la bonne méthode. Vous imaginez? Alors là, elle décide, tant pis, on va publier un livre. C'est beau, ça aussi. Oui, oui. David. Alors moi, j'ai plutôt une référence télévisuelle avec une émission qui s'appelait La 5e Dimension. Ah oui, je m'en Où souviens très justement, bien. les gens passaient dans le temps et vivaient autre chose. Ouais. Quand les routes s'arrêtaient, qu'ils se retrouvaient dans la campagne et vivre des aventures extraordinaires, c'est un peu ça, c'est une 5e dimension qu'elles ont rencontrée. Ouais. Absolument. D'ailleurs, il y a eu un beau téléfilm. voyage dans le temps. Il y a eu un téléfilm sur cette histoire Oui. de Roger Kahn. Oui, oui, autant à l'époque de la caméra. Tout à fait. Ah ouais. Et Voilà. le cinéphile que tu es, Christian, une référence concernant justement le petit Trianon, les apparitions Tu veux dire oui, ce téléfilm? Oui. Oui. Ben, je ne sais pas si on peut le retrouver, peut-être que Lina, là. Oui. Mais moi, je l'ai vu à plusieurs reprises. J'ai eu la chance de le voir. Et il résume très très bien l'histoire. Parfait. On imagine ce que quelqu'un comme Spielberg ou Scorsese en ferait à l'heure actuelle. Oui. C'est peut-être pas suffisant pour eux, d'ailleurs. Oui. Bon, allez, L'appel est lancé. Allez-y. allez, je le montre, on en parlera le mois prochain. Donc, c'est un En quelques mots, hein. c'est un On a roman. quelques minutes. C'est un roman dans le Paris de l'entre-deux-guerres, et vous y croiserez des spirites, vous y croiserez des occultistes qui sont des charlatans. C'est aussi un roman qui a toute une histoire, mais je vous en parlerai prochainement. Ah, Pas voilà. ce soir. Ah, Excellent super. teaser. Il y a Maurice Magre dedans, non? Oui, non, Ah, quand même dommage. pas. C'est dommage. Merci de nous en avoir parlé. Et puis je rappelle bien sûr le livre de Lynn Alexander, hein, qui est inspiré d'une histoire vraie, un fabuleux roman initiatique que je conseille vivement. Voilà, alors si vous pensez que toute votre vie n'est pas un hasard, vous pouvez trouver le livre sur Amazon. On trouve donc le livre sur Amazon. Eh bien, nous voici arrivés, hélas, au terme de cette émission. On se donne rendez-vous le mois prochain. Le mois prochain, bien sûr. Ah, pour une émission spéciale. On fera de l'ufologie, je crois. Ufologie. On va parler soucoupe volante. Aïe, aïe, aïe. Extraterrestre. Hop là, il rebondit, Oui, non, David. je veux dire, vous allez inviter Mike Shannon qui est fou de... Ah, Mais- bien sûr. Hein, Bien écoute, entendu. Bien sûr. c'est Salut, Mike. indispensable. On lui fait un coucou à Mike. Et nous l'avons invité parce qu'il est fou d'ufologie et que nous sommes fous des 60s. Eh oui. Mais un sujet intéressant Bien que sûr. vous avez rarement abordé. Oui, moi je jouerai les candides pour cette fois. Parce que, Avec les bonnes questions, comme toujours. Ah, je ne sais- oh, je vais pas pouvoir. Même la fenêtre, je crois que je ne vais pas pouvoir sortir du studio. En tout cas, merci pour cette émission qui fut passionnante, comme toujours d'ailleurs, intéressante. Merci Lynn Alexander Merci à vous. Merci de beaucoup. votre participation. Merci David la également. prochaine. À la prochaine, ce fut un plaisir. Et à notre intervenant, bien sûr, Christian Jacattard. Et vous, mon cher professeur, on se donne rendez-vous très bientôt. Très bientôt. En tout cas, merci, chers auditeurs et auditrices, de votre écoute. Merci à Chantal qui était à la captation vidéo, mais aussi au reportage photo. Portez-vous bien. À bientôt. Bye bye. Les vendredis de l'étrange. 17h, 21h sur Radio Axe Sud 105.1, présenté par Georges Tussin en collaboration avec le professeur Yves Lignon.